Bonjour Jordan Pouille, vous êtes journaliste, vous avez été correspondant en Chine durant plus de 5 ans, vous avez travaillé pour plusieurs journaux dont Mediapart et vous publiez aux éditions Les Arènes un long récit de la société chinoise titré Le tigre et les moucherons. Alors la première question, c'est pourquoi justement avoir fait le choix d'un livre de reportage plutôt qu'un livre d'analyse, sachant que les ouvrages abondent sur des thèmes assez universitaires et analytiques, la Chine, sa puissance économique, sa diplomatie, sa défense. Pourquoi ce récit ? On s'aperçoit très vite quand on arrive en Chine que c'est un très grand pays, donc forcément très compliqué, 1,4 milliard d'habitants. Et je pense qu'il y a deux postulats. Soit on essaie d'acquérir une analyse et on l'applique au terrain, c'est-à-dire en gros, est-ce que ce que je vois correspond à l'image que j'ai de la Chine ? Ou alors on va sur le terrain et bout à bout, à travers des histoires, on se dit tiens, est-ce que ce que je vais raconter va permettre d'avoir une idée à peu près réaliste, correcte de la Chine ? Et c'est ce que j'ai voulu faire. Je me suis dit en rencontrant pas un maximum de personnes, mais en allant dans des situations très différentes en Chine, dans différentes provinces, à différents stades de développement. Parce que quand on va au nord de la Chine, c'est un autre stade de développement qu'au sud, et ça c'est très intéressant, je pense. Vous citez la démarche d'un écrivain italien qui, lui, finalement, faisait le choix de s'asseoir, de regarder, et puis, très longtemps après, d'écrire. Ouais, Mais d'abord, s'asseoir et regarder. Tiziano Terzani, je pense qu'il se considère comme un contemplateur. Et donc ça, c'est sa démarche. Et en même temps, il va vers les choses simples. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il a souhaité assister à des moments historiques et être présent à des soulèvements, des révolutions. Et puis il se dit, en Chine, ça va être un peu différent pour moi. Et il va falloir que j'aille vraiment dans des zones peut-être reculées et observer, et après décrire sans pathos, mais décrire d'une manière très... pas austère, mais précise, ce qu'il voit. Donc ça partait du sentiment de complexité. C'est-à-dire que c'est un pays complexe, donc à la limite, autant s'effacer et raconter une réalité. C'est facile pour un journaliste occidental, justement, de raconter des histoires du quotidien dans des endroits très éloignés du centre, Pékin. Vous êtes surveillé par la police ? Alors d'un point de vue logistique, c'est de plus en plus facile. Je pense qu'avec le développement du TGV, du train rapide en Chine, maintenant, on peut se permettre d'aller dans les régions rapidement. Ce qui est plus difficile après, c'est le rapport avec les autorités locales, parce que depuis la fin des Jeux Olympiques 2008, les journalistes étrangers n'ont plus l'obligation de rapporter aux autorités locales leur venue dans le cadre d'un reportage. Mais il y a quand même des vieux réflexes. Du coup, il m'arrivait souvent de subir des filatures. Donc c'est tout bête, hein, c'est des voitures qui nous suivent, qui s'arrêtent quand on s'arrête, qui tournent à droite quand on tourne à droite. Et c'est un peu une sorte de harcèlement, pas trop pour nous causer des problèmes, mais je pense pour intimider les gens qui accepteront d'être interviewés. Est-ce que vous avez parfois le sentiment, justement, de mettre en danger ces personnes que vous rencontrez ? Oui, on sait qu'il y a des risques, mais le principe aussi, c'est de leur faire comprendre qu'il y a des risques. Donc ça, c'est de leur dire... En fait, il y a un besoin, je pense, pour pas mal de gens, et peut-être un espoir naïf, qu'en racontant leur histoire à un média étranger, leur situation va s'améliorer. Donc il faut leur expliquer très vite que notre pouvoir est très limité. Mais en même temps, il y a quand même un besoin de parler. Donc on leur explique les difficultés. Après, c'est souvent des gens dans les campagnes, c'est des gens qui n'ont plus peur de rien et qui sont face à des problèmes tellement importants que les problèmes, ils sont capables de s'engager. De s'engager. Alors, le titre de votre livre, c'est « Le tigre et le moucheron ». Et le moucheron, c'est le peuple chinois. Et ce peuple, à propos duquel vous écrivez, il est devenu inaudible dans son propre pays, il est humilié, il est violenté. Qu'est-ce que c'est que ce peuple des campagnes ? Alors déjà, le titre « Le tigre et le moucheron », c'était un clin d'œil à un discours de Xi Jinping, le président, qui expliquait qu'il allait combattre la corruption aussi bien chez les tigres que chez les moucherons. C'est-à-dire que chez les puissants et que chez les sans-nom, les low-baisin, on dit la Chine d'en bas, quoi, les gens ordinaires. Et
je considère que c'est des indociles parce que, c'est-à-dire à Pékin, on voit beaucoup de pétitionnaires, des gens qui montent à la capitale avec des griefs et qui espèrent que le gouvernement central, à travers le Bureau national des pétitions, va s'occuper de leurs problèmes. Qui viennent porter leur doléance. Voilà, qui viennent porter leur doléance, c'est quelque chose de très très ancien, même bien avant la Chine communiste. Il y a un bureau des pétitions, un bureau national des pétitions. Et au départ, c'était près de la gare du Sud. Du coup, il y avait énormément un rassemblement de pétitionnaires qui dormaient dans la gare en espérant aller au bureau et être reçus dès le lendemain matin. Mais ce dont je me suis aperçu en allant dans les campagnes, en essayant de dormir chez l'habitant, avoir des démarches un peu comme ça, ce qui me permettait de fuir la surveillance policière parce qu'on n'a pas besoin de s'enregistrer dans les hôtels et donner son passeport, c'est que les gens ne vont pas forcément... la plupart des gens que j'ai rencontrés n'ont pas cette démarche de vouloir aller à la capitale et manifester. Mais ils n'ont plus d'attente vis-à-vis de l'État. C'est des indociles, c'est-à-dire, ok, j'espère plus rien du gouvernement central, pas de problème, mais moi, je ne vais pas me laisser faire et je vais essayer de contourner la règle. Et donc, je pense que c'est le point de commun des gens que je décris dans ce livre. C'est des gens qui ont été humiliés d'une manière ou d'une autre, oppressés, on a pris leurs terres, on leur a empêché de travailler, et ils se disent, bon, moi maintenant, qu'est-ce que je vais faire quoi. Et sachant que personne ne va m'aider. Et donc c'est une société extrêmement individualiste qui, je pense, c'est né aussi de l'histoire de la révolution culturelle où il fallait être très méfiant vis-à-vis de son voisin, mais aussi avec l'ouverture économique où tout d'un coup tout ce qui était filet social, protection a disparu et où la société est devenue petit à petit massivement matérialiste. Mais alors justement, ces luttes, ces émeutes qui sont très dispersées, très éclatées, qu'est-ce qui fait que finalement elles ne se rejoignent jamais, qu'elles ne convergent jamais dans des mouvements plus grands, plus larges? Alors qu'en permanence, c'est un pays qui connaît en permanence des émeutes sociales. Je pense que, déjà, ces émeutes ont toujours une problématique extrêmement locale. C'est-à-dire qu'on en veut à un chef, on en veut parfois un chef soutenu par un chef de niveau préfectoral, mais ça dépasse rarement le niveau provincial. Donc il y a cet aspect. Ce qui fait que des gens de la province voisine ne vont pas forcément être solidaires. Voilà, donc je pense qu'il y a d'une part, il y a ce phénomène. Après, évidemment, il y a aussi un calcul qui est fait par les Chinois. Est-ce que j'ai plus à perdre en me joignant à un mouvement auquel je ne suis pas forcément directement concerné? Est-ce que j'ai plus à perdre en faisant ça, qui sera perçu par le gouvernement central comme une menace à la stabilité sociale, et donc qui va forcément déboucher vers des sanctions? Donc il y a ce calcul, je pense, très pragmatique des Chinois qui fait que pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies pour mutualiser ses forces. Parce qu'il y a un pouvoir central qui peut justement arbitrer dans ces luttes locales en faveur parfois de la population. On l'a vu sur des affaires de corruption, oui, dans des provinces ou des villes. Alors, il y a des choses, des expérimentations qui ont été faites en matière de gestion de conflits sociaux qui sont intéressantes. À Wukan, donc près de Canton, un petit village de pêcheurs, les gens se sont révoltés et c'était une scène un peu de révolte urbaine mais à la campagne où ils avaient renversé les voitures des fonctionnaires de police, jeté les fonctionnaires du village et demandé des élections pour pouvoir avoir un nouveau représentant qui soit digne des habitants. Et donc des élections étaient organisées, ça a été assez médiatisé quand même. Et maintenant, on n'en parle plus et il se trouve que ces chefs ont fui la Chine et se retrouvent aux États-Unis. Alors, dans le même temps, ce qui transparaît de l'ensemble de ces reportages, ce que vous racontez, c'est l'immense dévastation ou la destruction de ce pays. Pas seulement l'environnement, mais aussi le travail, qui est largement esclavagisé, la vie de famille ou vie privée, qui est désarticulée, la politique qui est confisquée, la corruption. Est-ce que ce n'est pas un bilan très ou trop noir que vous faites de ce pays? Alors, du point de vue environnemental, c'est vrai que c'est assez inquiétant. Et ce qui se passe en fait, c'est que quand on s'est rendu compte que vivre en ville c'était nocif, la qualité de l'air par exemple à Pékin est vraiment problématique, il y a une dynamique de délocalisation d'entreprises qui s'est mise en route. Et ce qui se passe maintenant, c'est que dans les campagnes les plus pauvres, on voit arriver ces usines très polluantes qui peuvent se permettre de rejeter leurs déchets toxiques sans trop de problèmes, puisqu'il y a tellement besoin d'argent
que les autorités locales ferment les yeux, en gros, en général, sur les entreprises polluantes. Donc on se retrouve avec ces choses qu'on appelle les villages du cancer, et que doivent gérer des villages dépeuplés, où les populations actives sont parties, donc il n'y a pas vraiment d'énergie pour lutter contre ça. Et ça, c'est très inquiétant. Par contre, quand on parle de conditions esclavagistes, je pense que vous faites référence au chapitre sur les ouvriers migrants à Shenzhen. Cette ville, Longcroix, c'est une ville en banlieue de Shenzhen qui fabrique les marchandises électroniques pour Foxconn. 310 000 ouvriers, des shifts matinaux ou nocturnes, et on voit vraiment une avalanche humaine. C'est impressionnant, mais ce n'est pas de l'esclavagisme dans le sens où les salaires sont plus importants qu'en Roumanie, par exemple, pour le même type de travail. Mais par contre, les conditions étaient extrêmement robotisées. C'est-à-dire qu'après les suicides qui ont fait scandale, les suicides de jeunes ouvriers en 2010, on s'est dit on va vraiment augmenter les salaires. Et parce qu'en gros, à l'époque, les médias avaient montré les salaires très bas pour finalement fabriquer des produits qui étaient relativement très chers, puisque c'était Apple. Et ce qui s'est passé, c'est que tout est maximisé. Je suis allé... donc les conditions de travail ont changé, la pression est beaucoup plus forte, mais les salaires ont beaucoup augmenté. Donc c'est une manière de rendre ce travail, d'amortir ce travail qui coûte plus cher à Foxconn. Et je pense que le phénomène des suicides n'est pas terminé, il y en a encore, on en parle peut-être un peu moins. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes, par exemple le 3G dans les campagnes, l'Internet 3G est accessible partout. Et du coup, ces jeunes qui vivent à la campagne jusqu'à 15-16 ans ont accès aux vidéos, à la culture populaire, de divertissement, et donc ils ont des rêves comme tous les jeunes des villes. Et ils se retrouvent pour leur premier job, un job qui est nécessaire pour eux parce que ça leur permet aussi d'assouvir leur envie de jeunes adultes. Ils se retrouvent dans un travail qui lamine totalement leur ambition. Et c'est ce contraste que j'essaye de raconter dans ce livre, sachant qu'il y a quand même des jeunes qui débarquent avec des rêves. Leur rêve, souvent, c'est d'être entrepreneur, d'avoir une petite affaire très vite. Et il y a moins de piété filiale. Je pense que le phénomène d'envoyer l'argent chez les parents existe moins. Mais par contre, il y a un projet toujours d'être entrepreneur et de créer sa petite affaire.